Comment ils vont? Faut qu'on parle d'un truc hyper important dans cette vidéo, les gars. C'est ça. Un élément clé de la saison prochaine qu'on attendait avec impatience et qui est maintenant disponible, le calendrier 2026. C'est hyper important et il y a beaucoup de choses à dire. On va aussi parler du mec qui est le plus sous pression avant ce GP, évidemment. C'est parti. Ce week-end, c'est le Grand Prix du Canada, le calendrier 2026 est sorti, Max Verstappen pourrait prendre une course de pénalité, Lance Stroll sème le doute, avant ce nouveau week-end nord-américain. On a pas mal de choses à se raconter. Allez, on en parle. Les gars, mon équipe et moi, on a besoin de vous pour booster les vidéos et la chaîne. Alors si tu aimes ce qu'on fait, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et profite de la vidéo. On fait le tour en fin de vidéo comme d'habitude, mais je voulais rapidement souligner le fait qu'on arrive sur un circuit très sympa du calendrier. Montréal, le circuit Gilles Villeneuve. L'an dernier, les qualifs étaient vraiment folles, la course n'en parlons pas. La pluie a joué un rôle déterminant et ça on adore. Là-bas c'est souvent comme ça et ça fait partie du truc. Bon, vous le savez, j'ai un petit crush pour Montréal et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. D'habitude j'y vais tous les ans et là ça sera pas le cas, mais le cœur y est et je suis content que la F1 s'y rende à nouveau. Spoiler, ça sera aussi le cas en 2026 d'ailleurs, on parle de ça très vite. Montréal, c'est un tracé où il y a tout, des lignes droites, des gros freinages, le mur des champions, je vous le montre en fin de vidéo. Vous avez capté, les murs sont proches, donc les petites erreurs ne pardonnent vraiment pas. Et on y voit souvent des safety cars. Puis ce qui est vraiment cool à Montréal aussi, je pense que c'est important de le souligner, c'est l'ambiance. Le circuit est proche de la ville, on peut y aller en métro, c'est assez ouf, et il y a vraiment une atmosphère très spéciale quand on est sur place. Je vous invite à considérer l'expérience dans le futur. Donc voilà, c'était juste pour souligner qu'on arrive sur un circuit où les courses sont animées, que la pluie peut perturber, on parle de ça en fin de vidéo aussi, et que perso, c'est un de mes endroits préférés du calendrier. Il y a une grande nouvelle dans le giron Red Bull, les gars. Et c'est pas qu'ils ont trouvé la solution pour faire marcher la numéro 2. Non, c'est que la FIA a accordé une super licence exceptionnelle à Arvid Lindblad. Alors là, vous vous posez 3 questions. Qui est Arvid Lindblad? Pourquoi est-ce qu'on lui accorde une super licence? Et pourquoi est-elle exceptionnelle? Alors Arvid Lindblad, c'est pas un personnage d'Harry Potter, c'est tout simplement le pilote que Red Bull est en train de pousser vers la Formule 1. Un peu comme Isaac sur le cheminement. Il est à moitié anglais, à moitié suédois, et ils mettent vraiment les bouchées doubles pour le pousser. Il a roulé en F3 en 2024, cette saison il est en F2, il est dans son process vers la catégorie reine. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on lui accorde une super licence? Vous avez capté, il y a un mec à qui il reste pas beaucoup de points sur son permis, c'est lui là. Ouais, le champion du monde en titre. Je dis pas beaucoup et c'est un euphémisme, parce qu'il lui en reste un. À 12, c'est une course de suspension, ce qui veut dire qu'il faudrait mettre quelqu'un dans sa voiture si ça arrivait. Les candidats logiques sont donc tout trouvés. Il s'appelle Isaac Hadjar et Liam Lawson. Avec une priorité pour Isaac évidemment, puisqu'il est devant au championnat et que Lawson a montré qu'il galérait avec cette Red Bull numéro 2. Et si tu fais monter un de ces pilotes sur un Grand Prix, forcément, il t'en faut un pour remplacer celui qui est promu. C'est QFD. Vous avez compris, celui qui veut le faire rouler en F1 à terme, c'est Arvid Lindblad. Donc on a besoin d'une super licence pour le faire rouler dans la V-Carb si besoin. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Exactement. Mais pourquoi il avait pas sa super licence de base? C'est pour ça que je parlais d'exception. En fait, Arvid Lindblad, il a pas encore 18 ans. What? Et ouais, comme Antonelli l'an dernier. D'ailleurs, pour info, la FIA avait créé cette exception au règlement pour la montée d'Antonelli, mais c'est bien Lindblad qui en bénéficie. Donc voilà, vous savez toute cette nouvelle chez Red Bull, et vous verrez peut-être ce pilote faire ses débuts à la fin de cette saison. D'ailleurs, le fait qu'il ait sa super licence veut dire qu'il roulera probablement en FP1 cette année. Faut qu'on parle de Lance Stroll, les gars, parce qu'il y a un truc un peu bizarre le concernant. Alors j'avoue, j'enfonce un peu une porte ouverte en disant ça. C'est évident qu'il y a un truc chelou depuis des années. Mais bon, le fait est que le Canada c'est sa course à domicile, et que là on comprend pas trop ce qui se passe avec lui. D'ailleurs, on fera une vidéo longue sur lui, parce que je pense que ça s'y prête vu ce qui se passe en ce moment. Mais pourquoi il y a un truc bizarre avec lui du coup? Alors à part le fait qu'on a l'impression qu'il a pas envie d'être là depuis des années, il y a un peu une incertitude autour de lui. Il a pas roulé à Barcelone après avoir fait les qualifs, parce que son équipe médicale lui aurait conseillé de ne pas le faire suite à des complications liées à ses opérations de 2023. Je vous rappelle qu'il avait eu un accident de vélo et s'était cassé les 2 poignets, et globalement son énergie est un peu étonnante. Désolé les gars, mais tout ça est chelou. Alors il y a plein de rumeurs concernant des douleurs. Officiellement, il aurait mal depuis 6 semaines. Officieusement, il se serait repété la main en frappant dans un mur à Barcelone après les qualifs. Et puis il y a des trucs qui annoncent une prochaine retraite. On sait pas, mais c'est pas très clair tout ça. D'ailleurs chez Aston, dans le cas où il aurait pas roulé à Montréal, on n'avait pas trop de solutions. Les mecs sont tous au Mans, la rumeur dit qu'ils auraient pris Bottas pour rouler si Stroll n'était pas là. Mais rassurez-vous, il va être là. Oh no. Je sais, j'avoue, moi aussi j'aurais kiffé voir un autre mec dans sa voiture. Mais bon, tout ça soulève quand même pas mal de doutes sur lui et sa motivation. Au cas où vous en aviez pas déjà. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir le suivre sur la suite de la saison, parce qu'il pourrait être en train de se passer des trucs en vue de 2026. En tout cas, j'espère. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La principale nouvelle de cette semaine en F1, les gars, évidemment, c'est la publication du calendrier 2026. Et là, il y a des choses à dire. Mais avant tout, je vous propose qu'on le regarde ensemble. La saison va commencer avec un double header Australie-Chine début mars, une semaine plus tôt que cette année. Ensuite, on aura le Japon. 2 semaines après, on fera Bahreïn-Arabie Saoudite en suivant. Miami suivra, puis il y aura Montréal 2 semaines après. Donc on enchaîne 2 courses en Amérique du Nord à cette époque-là. C'est nouveau.
Ensuite, ce sera Monaco-Barcelone d'affilée. Je vous avais dit au final, on garde Barcelone. Puis Autriche et Silverstone en double header. Belgique et Hongrie suivront avant la pause estivale. 4 semaines de pause bien comme il faut. On reprendra avec les Pays-Bas, donc eux aussi restent au calendrier au final. Une semaine de pause, puis Monza et le retour du Grand Prix d'Espagne à Madrid. La nouveauté, elle est là. On ira ensuite à Bakou. 2 semaines après, on ira à Singapour. Donc on le fera pas en double header cette fois. Après ça, on fera Austin, Mexique, Brésil en triple header. On laissera 2 semaines. Et on fera Vegas, Qatar, Abu Dhabi en triple header aussi. Avec une dernière course se tenant le 6 décembre. Vous avez capté, il y a des choses à dire. Alors d'abord, ça fait toujours 24 Grands Prix. Record égalé, on continue. Et ça devrait pas changer de toute manière, sauf si on en rajoute un. Je parle pour 2027. Ensuite, sur une grande partie de la saison, ce calendrier, il est mieux équilibré. Moins de triple header au début, plus de semaines de pause, c'est un peu mieux. Jusqu'à la fin de saison. Et ouais, cet équilibre du début, on le paye en fin de saison avec 2 triple headers de suite qui vont mettre tout le monde en PLS. C'était déjà arrivé en 2023. Pour les équipes, c'est un enfer absolu. Et je trouve que c'est pas hyper responsable. Et bon, c'est comme ça. Ensuite, on a regroupé le Canada et Miami, ce qui est bien puisque du coup, le fret ne voyagera qu'en Amérique du Nord. Donc mieux pour l'empreinte carbone, même si le personnel rentrera en Europe. Il y a 2 semaines de pause. Enfin, un week-end. Et je trouve que c'est un peu risqué de mettre Montréal là. Tout simplement pour les conditions météo, quoi. Vous le savez, j'ai vécu quelques années là-bas. J'ai fait 5 hivers très exactement. Et j'ai déjà vu de la neige mi-mai. Donc je pense que leur date là, c'est vraiment la limite. On va prier qu'il fasse pas 0 et qu'il pleuve. Bref. Mais le sujet le plus important de ce calendrier, les gars, en dehors du fait que je reste un peu sur ma faim en ce qui concerne les nouveautés, c'est qu'on remplace Imola par Madrid. C'est le seul qui manque à la liste, et on va avoir 2 Grands Prix en Espagne. Pourquoi ? Je vais pas repartir sur ce que j'ai dit en ce qui concerne les circuits historiques, mais là c'est une dinguerie. Remplacer Barcelone, bon à la limite, mais passer de 2 Grands Prix en Italie à 2 courses en Espagne, je comprends pas bien. C'est dommage, et le pire c'est que l'an prochain, Barcelone va sûrement disparaître, et on va garder Madrid qui est encore un circuit en ville. Ça fait un peu de peine. En vrai, je suis assez déçu par ce move. Je m'attendais à ce qu'on sorte Imola pour faire rentrer un nouveau pays avec un nouveau projet. Là, on reste en Europe, donc c'est un moindre mal, mais je pense pas que ce soit la meilleure chose pour les fans d'encore sortir un circuit urbain pas terrible. Dites-moi ce que vous pensez de ce calendrier en commentaire. Sous pression avant ce Grand Prix, et c'est suffisamment rare pour être souligné, Max Verstappen. Pourquoi ? Bah c'est simple, pour ça. Ce geste d'humeur hyper déplacé sur Russell au moment de lui rendre sa position à la fin du Grand Prix d'Espagne. Un move délibéré, anti-sportif, qui lui a valu une pénalité et des points sur son permis. Max, il est à 11 points, et s'il en prend un seul sur les 2 prochains week-ends de Grand Prix, il sera suspendu pour une course. Alors vous allez me dire, mais il est jamais sous pression, Max. J'entends, même si j'ai des contre-exemples, mais là c'est spécial. Parce que s'il prend ce point, il ratera une course, et s'exposera donc à 2 choses. Une gifle comptable de la part des pilotes McLaren, 25-0, 18-0 potentiellement, donc un trou considérable au championnat, et un vide intersidéral pour son équipe qui devra le remplacer et potentiellement subir un week-end comptable très compliqué. Pas que les remplaçants ne soient pas au niveau, bien au contraire, mais vous avez capté, c'est pas évident d'être enthousiaste avec cette Red Bull numéro 2. Donc c'est chaud. Alors certains avancent qu'il va faire exprès pour prendre le ban et aller chiller avec sa fille, mais sportivement ça reste compliqué et là on parle de choses sérieuses. On joue un championnat du monde, c'est pas le monde des bisounours. La perf elle peut changer, les choses elles peuvent évoluer, on n'est même pas encore à mi-saison. Même si ça va vers McLaren, c'est pas encore dit que tout soit joué. Donc là il y a de la pression, il peut pas se permettre. Donc il faudra le suivre attentivement ce week-end parce que ça pourrait être décisif en vue du reste de la saison. Soyez vigilants. Vous en avez sûrement marre de l'entendre, mais ce week-end encore, Merco est sous pression. Les raisons sont évidentes. Plusieurs casse-moteurs sur les derniers Grands Prix, un triple header, kata, et la perte de la P2 au championnat. D'ailleurs, je parle de la fiabilité, et faut surtout pas sous-estimer ça. Antonelli, il a eu des soucis rédhibitoires à Imola, Monaco et Barcelone. Russell et les Aston ont eu des soucis. C'est chaud là. Le pire, c'est qu'avant Barcelone, Mercedes avait pris des mesures préventives, et qu'aujourd'hui, ils ne connaissent toujours pas le problème exact. Je vous dis ça, et on arrive sur Montréal, qui est un circuit de moteur. C'est un peu inquiétant quand même. D'ailleurs, vous aurez remarqué que McLaren n'est pas touché par ce souci. En fait, le problème résiderait dans l'installation du moteur dans chaque voiture. À suivre, mais c'est vrai que c'est chaud. Après, on va le voir plus tard, mais il devrait faire assez frais à Montréal, ce qui devrait les aider. D'ailleurs, ça devrait être bon pour eux à plusieurs égards, puisque du coup, on pourra presque totalement exclure la surchauffe pneumatique. Il devrait aussi amener des évolutions. On va les suivre. Sous pression aussi, Ferrari. Plus précisément, Fred Vasseur. Et oui, le team principal aurait été placé sous surveillance de la direction de Ferrari au vu des résultats compliqués de son équipe. Il y aurait un ras-le-bol du côté des dirigeants, et on aurait même trouvé la personne pour le remplacer si la décision devait être prise. Il s'agirait d'Antonello Coletta, donc qui dirige le programme Hypercar de Ferrari, le WEC étant une catégorie où ça se passe plutôt très bien pour Ferrari. Je vous rappelle qu'ils vont jouer une 3e victoire consécutive aux 24 heures du Mans ce week-end. Du coup, ce Grand Prix du Canada pourrait être décisif pour Ferrari, il se dirait même que Vasseur aurait 3 courses pour convaincre. Mais perso, je suis pas étonné, ça se passe toujours comme ça chez Ferrari. En fait, Fred Vasseur, il a recruté Lewis, il a perdu Enrico Cardile, des choses qui pourraient jouer contre lui si ça marchait pas. Faudra bien les suivre ce week-end parce que ça commence à être vraiment tendu. Bon, je me suis raté la dernière fois, les gars. Ça m'apprendra à parier sur Lewis avec ses F1 F1 seul. Du coup, Jean-Mi n'a plus envie de le mettre sur le podium. C'est pas grave, on repart cette semaine. Le sponsor de cette vidéo, comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre qui existe sur la F1 en France. Winamax et Jean-Michel Prédiction, maintenant tu connais, c'est imbattable. Tu cliques sur le lien en description et c'est là que la régalade arrive.
Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash aussi avec le code Lucas10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 balles en entrant le code Lucas10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari, et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne, donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et ce week-end, les gars, je vois bien un pilote remonter sur le podium après une petite disette. Un pilote dont la voiture sera au rendez-vous dans la fraîcheur de Montréal, un mec qui saura saisir les opportunités pour briller. Messieurs, dames, ce week-end, c'est George Russell qui va monter sur la boîte. Les cotes, c'est comment? Alors, pour la victoire, les McLaren sont favorites évidemment. D'ailleurs, je vous mets aussi la cote de la victoire de notre pilote. Mais c'est pour le podium que c'est intéressant, avec un Max qui suit les McLaren et Charles qui devance Russell justement. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Sur la dernière preview, je vous avais demandé de me faire vos meilleures prédictions pour le GP d'Espagne et vous l'avez fait. Il y a Olivier qui a géré. Mon prono, victoire de Piastri, Lando 2e, Leclerc 3e. Propre, efficace. Mais le meilleur, c'est Ruscopo. Enfin, les premiers points du rookie Fernando Alonso. Lucas en fait, vous l'aurez vu ici en premier. Voilà! On fait la fête pour pas grand chose de nos jours. Messieurs, dames, je vous rappelle que dans chaque preview, j'affiche 2 prédictions que vous faites en commentaire et qu'à la fin de l'année, je fais gagner un gros cadeau sur un tirage au sort fait parmi les commentaires affichés. À vos claviers. Tu me fais ta prédiction? Comment un pilote reparti dernier, pénalisé 3 fois et impliqué dans 2 crashs, a-t-il quand même gagné le Grand Prix du Canada? Ce pilote, c'est Jenson Button, et ce qu'il a fait à Montréal en 2011, c'est peut-être une des plus grandes remontadas de l'histoire de la F1. Tout commence sous une pluie battante. Dès le 8e tour, Button touche son coéquipier Hamilton, résultat Lewis abandonne. Et Jenson prend un drive-through. Quelques tours plus tard, il crève en touchant Fernando Alonso. Deuxième crash. Deuxième passage au stand, et cette fois, il est dernier. Mais au lieu d'abandonner, Button se transforme. Sous la pluie, il aligne les meilleurs chronos, tour après tour. La course est interrompue pendant 2 heures à cause de la météo, il pleut trop, mais quand ça repart, il est en feu. Il dépasse tous les pilotes, un par un, il prend tous les risques. 6 passages par les stands, 5 changements de pneus, 3 pénalités, et pourtant, à un tour de la fin, il est P2 derrière Sebastian Vettel. Dans le dernier tour, Vettel commet l'impensable, il commet une faute, et Button passe. Jenson Button gagne cette course. Notez bien qu'à la mi-course, le gars était dernier. D'ailleurs, c'est la seule fois dans l'histoire de la F1 qu'un pilote gagne après 6 arrêts et autant de galères. Bref, ce Grand Prix du Canada, on s'en souviendra. D'ailleurs, il a aussi battu un record puisque c'est le plus long Grand Prix de l'histoire. 4 heures, 4 minutes, 39 secondes. C'est aussi grâce à lui qu'on a maintenant des règles pour limiter le temps d'un Grand Prix. Alors, ce circuit de Montréal, tracé incontournable du calendrier de la F1. Construit suite à l'Expo universelle et aux Jeux Olympiques, il accueille son premier Grand Prix en 1978, édition gagnée par Gilles Villeneuve pour sa première victoire. On parle d'un circuit plutôt impressionnant avec des gros freinages sur des chicanes que vous connaissez, j'en suis sûr. D'ailleurs, au Canada, les moteurs et les freins seront sollicités. A noter que l'endroit le plus iconique de ce circuit se situe au dernier virage. Le mur des champions, baptisé comme ça suite aux sorties de Michael Schumacher, Damon Hill et Jacques Villeneuve pendant le Grand Prix de 99. On fait un tour ou quoi? Allez, comme d'habitude, c'est parti dans la ligne droite des stands. Elle est assez courte, mais sera quand même une zone DRS. Au numéro 1, gros freinage. Attention à l'entonnoir au départ. Au 2, on garde bien la corde en tombant 2 vitesses de plus. On remonte sur les gaz le plus tôt possible ici, et ça repart à fond entre les murs du circuit. À la première chicane de ce tracé, il faudra prendre le plus de risques possible sans taper à la réaccélération. Ne soyez pas surpris si vous voyez des pilotes frôler les murs. Grosse accel ensuite, on enroule à droite sur le 5. A noter que le premier secteur s'arrête là. Ça freine très fort à nouveau assez rapidement avec cet enchaînement des 6 et 7 qui débouchent sur une zone DRS que les pilotes utiliseront pour se rapprocher de celui qui les précède. Au bout de cette petite ligne droite, il faudra freiner le plus tard possible pour aller chercher le plus de temps dans cet enchaînement qui est capital pour la suite. Le deuxième secteur se termine ici et on arrive sur l'un des virages les plus importants de ce tracé, l'épingle. Là, ça va braquer presque autant qu'à Monaco et il sera très important d'avoir de la traction en sortie pour pouvoir entamer au mieux la ligne droite qui suit. Entre les 12 et 13, on ouvre le DRS, on freine au panneau 50 et on plonge dans le dernier virage qui ouvre sur le mur des champions. Il faudra mettre les gaz le plus tôt possible ici aussi et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce week-end. Vendredi, il fera frais avec un peu de vent. Samedi, il fera un peu plus chaud, mais c'est presque pareil. Et dimanche, il fera encore un peu chaud, même si ça reste ok. Le programme du Grand Prix du Canada. Vendredi à 19h30, on aura les FP1 et à 23h les FP2. Samedi à 18h30, ce sera les FP3 et à 22h les qualifs. Et dimanche à 20h, le Grand Prix. Pour ma part, ce week-end, pas de pole position et pas de live exceptionnellement. Je reviendrai évidemment sur les prochains Grands Prix. Comme chaque semaine, je vous recommande un contenu que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, je vous renvoie vers le dernier épisode de mon podcast avec Adrien Pavio, où il vous raconte ses meilleures anecdotes de designer de casque. Il fait celui de Charles Leclerc, Pierre Gasly, Yuki, Isaac. Les anecdotes sont folles, vous m'en direz des nouvelles. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!